Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur lecture de sciences sociales sur le management désincarné. On a eu une fin de VOD un peu abrupte, comme je le disais, j'ai perdu internet, donc le temps de relancer le live, tout ça. Ça m'a coupé dans ma tirade envers les riches, hein, désolé, voilà, désolé. En même temps, c'est peut-être Jeff Bezos qui s'est dit, tiens, non, il est en train de cracher sur les riches, c'est pas bien, il faut le couper là. Qui sait? Qui sait. Mais du coup, on va pouvoir reprendre un peu le texte. Je râlais quand même un peu beaucoup sur les riches parce qu'ils avaient l'air très tristes, ils galéraient, ils n'avaient pas d'argent, tout ça. Oh là là, c'est dur la vie, tout ça. Hein. Et donc on reprend ici. Lorsqu'on interroge les planeurs sur les risques qu'ils pensent encourir dans leur travail, un tiers cite en priorité celui de la perte de sens, de la souffrance psychique. Un quart de réponse environ situe un risque élevé des conditions d'emploi, citant la mobilité forcée, la placardisation ou le chômage. Les risques liés au statut, à la rémunération, aux accidents et maladies professionnelles arrivent loin derrière. Le risque principal perçu par les planeurs concerne donc leur rapport subjectif au travail. Ce risque serait supérieur à ceux liés aux conditions matérielles de travail, d'accident, de rémunération ou à l'emploi, statut, chômage. Ce résultat quantitatif coïncide avec les récits des planeurs en rupture. Leurs critiques visent principalement l'utilité, l'intérêt, le sens de leur travail, le tout conjugué à une fatigue importante. Ce sont moins les conditions d'emploi qui les emmènent à quitter leur carrière de planeur que le sens de leur activité et le souci de leur santé. Une difficulté dans la progression de carrière révèle souvent ce problème et déclenche parfois la rupture. Les entretiens cliniques menés avec ceux qui ont cessé d'être des planeurs permettent de retracer le processus qui les a amenés à changer de carrière, d'activité, d'emploi. Évidemment, ces discours relèvent aussi d'un registre de justification, de rationalisation a posteriori. Pourtant, ils donnent à entendre une régularité de motifs, le bore-out pour les plus jeunes et la peur du burn-out pour les planeurs à mi-carrière. Chez les moins de 30 ans, d'ailleurs peut-être préciser qu'est-ce que c'est que le bore-out et le burn-out. Le bore-out en gros c'est quand vous partez dans des processus assez négatifs parce que vous vous ennuyez, vous perdez le sens du travail, vous ne voyez pas d'intérêt dans ce que vous faites, vous vous ennuyez de ce que vous faites mais à un tel point que ça vous bouffe, que ça vous détruit, que vous perdez le sens de qu'est-ce que vous faites. Et au contraire, le burn-out, c'est quand vous vous donnez trop dans le travail, que vous êtes trop en train de courir partout et qu'en fait vous vous en brûlez, vous vous perdez parce que justement vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose et que vous n'avez plus de temps pour vous, vous ne pensez plus à vous, vous vous épuisez au travail. Chez les moins de 30 ans, c'est principalement l'ennui et le sentiment d'inutilité qui sont cités comme des raisons de changer de voie. Cet ingénieur informatique de 27 ans travaille dans l'industrie de pointe et va quitter la carrière de planeur du privé, car, dit-il, ça ne me convient pas de ne jamais voir le terrain. Je m'ennuie, j'ai l'impression que je fais mal mon travail. Je ne veux pas passer ma vie devant un écran. Je vais prendre l'air. Il faut lutter contre la monotonie. Je risque le burn-out. Cette jeune financière lui fait écho. J'ai commencé dans un cabinet d'audit pendant 2 ans. C'était chiant. Je suis parti en conseil financier. C'était mieux, mais j'avais fait le tour en 1 an. Je me suis dit que ça devait être à cause de l'environnement. Alors j'ai changé de pays. J'ai fait un master de finance. Puis j'ai intégré un cabinet pour faire des M&A. On y fait des tâches hyper précises et parfois totalement inutiles. On fait des présentations PowerPoint toute la journée. Faut que ce soit beau pour mettre en valeur les boîtes. C'est pas un boulot pour moi. Il faudrait donner cela à des graphistes. C'est épuisant. Ça ne correspondait pas à mon niveau d'études. À part faire de bile slide, on peut pas innover, créer, proposer des choses. Tout est bordé, très structuré, hiérarchisé. La tâche est épuisante, pas stimulante intellectuellement. C'est difficile, pas challenging. Au final, c'est un travail répétitif. C'est pas du tout créatif en fait. Cet ennui, lié à la rationalisation des tâches des jeunes planeurs, se trouve également chez les plus expérimentés lorsqu'ils n'arrivent pas à sortir d'une spécialité ou à y progresser. Mais à ce niveau, c'est surtout le sentiment d'épuisement qui les fait craindre pour leur santé, en même temps qu'ils disent ne plus croire aux objectifs qui leur sont assignés. Ainsi, nombre de planeurs en rupture après 35 ans disent ne plus vouloir obéir au mandat qui leur est donné. Un directeur financier d'un grand groupe industriel de 47 ans raconte « Moi, j'avais un poste intéressant, avec pas mal de diversité. Ce qui m'a fait basculer vers la reconversion, c'est quand l'actionnaire nous a demandé de faire des 15% de retour sur capitaux propres. Il fallait donc fermer des sites moins profitables. Bien qu'il le soit tout de même. J'ai fait mon show devant les managers opérationnels. Je leur ai dit, il va falloir passer de 5 à 15%, faut vous bouger le cul, fermer des agences. Mais en fait, ça n'a plus de sens. 5%, 8%, 10%, je n'ai rien dit. Mais 15%, ce n'est pas raisonnable, il n'y a plus de limite. J'en ai marre de jouer ce rôle-là, de répéter aux autres qu'il faut faire 15%. Marre de faire semblant d'adhérer à des consignes auxquelles je crois plus.
Et puis, je voulais voir mes enfants aussi. Là, je travaillais 7 heures, de 7 heures à 22 heures, tous les jours. Fallait faire quelque chose. J'étais fatigué de jouer au DAF. Je dormais plus. J'ai fini l'hosto avec des migraines épouvantables. J'avais peur de partir en burn-out. Je pense qu'il était déjà bien entamé, ouais. Ceux qui quittent cette vie opèrent alors des ruptures radicales avec le monde et la logique des planeurs. Les planeurs en reconversion disent souhaiter faire un travail utile socialement. Et pour les plus jeunes, écologiquement. Dans la plupart des objectifs, des entreprises, l'objectif c'est d'enrichir les actionnaires, si je caricature. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, et qui sont déjà riches. Ça n'a pas de sens. Moi j'aimerais être utile. 17 hommes de presque 50 ans, polytechnicien en reconversion. Ce témoignage fait écho à celui d'un jeune trentenaire qui explique « Moi, j'ai envie de faire quelque chose pour la planète. D'être utile, quoi. Pas de faire Excelman dans un bureau pour améliorer les rendements de ma boîte. » La frustration quant à l'utilité est exacerbée lorsque les attentes vis-à-vis du métier étaient hautes et ont été déçues. C'est le cas des planeurs qui voulaient travailler à améliorer le monde par leur fonction, par leur emploi. Les spécialistes de RH sont régulièrement dans ce cas, comme l'illustre cette interrogation de l'un d'eux, encore en poste. En général, on a choisi ce métier. Je voulais travailler dans l'humain. En fait, je suis payé à licencier des gens. Je déprime. Peut-on le faire longtemps, quand on voit que le réel est différent de ce qu'on avait imaginé ? Les planeurs quittent également cette carrière pour faire enfin des choses concrètes, disent-ils. Cette femme de 36 ans, spécialiste des procédures qualité dans l'industrie, témoigne de son quotidien de planeur. J'enquête, je suggère au chef un plan d'action. Hélas, c'est super frustrant. J'ai pas la main, je produis rien. Je fais de la com, juste des emails. Pas de production pure et dure. Comme beaucoup d'autres planeurs, elle rêve de faire de l'opérationnel, d'aller toucher le terrain, de faire des trucs concrets. Enfin, il quitte ses métiers car il ne voit pas de sens à diffuser des dispositifs qu'il juge négativement. Une consultante en ERP résume la situation vécue. J'ai quitté cette entreprise de conseil juste avant de faire un burn-out. J'étais pas faite pour ce travail standardisé. Elle précise, quand on intervient dans une boîte, on fabrique un truc en plus, qui ne va pas s'intégrer au reste. On complexifie l'organisation. Je doute que ce soit utile et pérenne. Et conclut, j'en avais assez de cette pensée unique, standardisée. J'y croyais plus. Et il faut y faire croire car au fond, c'est une religion. Ce sont des ayatollahs de la procédure. Il n'y a qu'une vérité, et il faut suivre le leader pour gagner son paradis. Il faut y croire, effectivement. C'est donc régulièrement, à la fois par désir de changer de mandat, pour éviter le burn-out, pour sortir d'un embarras de carrière, que les planeurs de plus de 35 ans envisagent les reconversions. Il existe une raison de fond à cette concomitance de facteurs. En effet, la norme sociale pour faire carrière et arriver à travailler en tant que planeur est de ne pas questionner ouvertement le sens, l'utilité, la légitimité de leur place dans les rapports sociaux de production, pas plus que leur utilité sociale. Le faire revient à se marginaliser, voire à s'auto-exclure, comme l'explique cette jeune femme qui était employée dans un cabinet de transactions financières avant d'entamer une reconversion professionnelle. Quand vous arrivez dans ces boîtes, vous avez des séminaires d'intégration. C'est du lavage de cerveau. Pardon, mais il faut le dire, c'est du bullshit. Je voyais bien que les autres ne se moquaient pas de ça. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Moi, je m'en pose trop. Alors je n'ai pas tenu un an. Les planeurs qui changent de carrière deviennent alors instituteurs, militants écologiques, journalistes, chercheurs, femmes ou hommes au foyer, ou freelance dans des techniques de bien-être par exemple. Ils cherchent tous à changer de place dans les rapports sociaux de production. Cet exit, Hirschman en 95, une fois réalisé, donne parfois lieu à des prises de parole publiques sous forme de romans, de pamphlets, de témoignages fort critiques. Notons que cette voice advient toujours après la sortie de l'espace professionnel. Les sortants sont finalement ceux qui ne veulent plus, ne peuvent plus obéir au mandat sans le questionner, qui s'ennuient de l'abstraction, qui ne voient pas de sens à renouveler des dispositifs standardisés. Ils rappellent et confirment ainsi en creux les principales normes professionnelles de cet espace, telles que les planeurs en poste nous en ont parlé. Donc ça c'est vachement intéressant de voir aussi, justement, toutes les critiques qui viennent et qui encore une fois confirment ce qui était déjà dit. Je comprends vraiment pas, le travail c'est la santé, c'est ce qui donne du sens à la vie, et quel meilleur sens que de faire plus d'argent sur un truc qui en fait déjà. Brasser du vent et détruire des vies pour la richesse d'une poignée, c'est un beau métier. Ah bah ouais, c'est étonnant, après les gens ils partent en dépression et tout. Ah non, c'est bizarre. Et à contrario, vous avez des gens qui tiennent très bien parce qu'ils s'en foutent. Vous avez des gens qui n'en ont rien à péter, effectivement. Et ça moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est que je comprends qu'ils ont cette position, mais je suis incapable d'intégrer cette position. Je suis incapable de me dire que là, tu vas virer des gens, tu vas virer des centaines de gens,
et tu t'en fous. Tu t'en fous, tu vas détruire leur vie, tu t'en fous. Toi tu touches ton salaire, tu touches ton ticket, Osef. Pourquoi? Bah parce que c'est ce que ton patron t'a dit. Et je sais pas, vraiment du moment où tu rentres dans une logique d'idéologie et de foi, ça va être pas mal. Bah oui et non, mais le truc c'est que comme dit le texte en fait, mais je crois que t'étais pas là au moment où il y avait ce passage là, c'est que justement on s'est posé la question, Marie-Anne Dujarier et d'autres auteurs se sont posé la question de est-ce que justement ce qui permet de tenir dans ces emplois là, c'est le fait de croire en ça. Et en fait, ils ont remarqué que l'écrasante majorité des entretiens montrent que pas du tout. Les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas du tout. Les planeurs n'ont aucune foi, pour la plus grande partie d'eux, n'ont aucune foi dans ce qu'ils mettent en place. Ils n'y croient pas. Littéralement, ce sont des pratiquants non croyants. C'était le nom du chapitre, des pratiquants mais non croyants. Parce que justement, ils pratiquent, ils mettent en place, ils réaffirment, ils répandent cette profession de foi, mais ils ne sont pas croyants, ils n'y croient pas. Ils sont les premiers à dire que c'est du flan, que ça ne marche pas, que, pour reprendre le terme qui était juste avant là, que c'était du bullshit. Et ça ressort de manière très 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 récurrente. Donc justement, il n'y a pas cette logique d'idéologie de foi. Les gens ne l'ont pas. Par contre, ce qui est étonne, c'est même pas si détonnant que ça, c'est que en fait ils vont rationaliser. Ils vont rationaliser en prenant de la distance. Ils vont rationaliser en disant oui mais j'ai pas le choix. Si je suis pas là, il y aura toujours quelqu'un pour le faire. Donc autant que ça soit moi, comme ça je touche un salaire. Ils vont te dire que oui mais en fait le problème c'est pas nous, c'est les gens. En fait, nous, on fait des outils qui sont performants, qui sont bien pensés, mais les gens, ils font pas gaffe. Les gens, ils respectent pas ce qu'on leur dit. Les gens, ils ont pas envie de travailler, alors du coup, ils n'utilisent pas les outils comme on leur dit de les utiliser. Donc c'est la faute des gens. Ça pourrait être bien, ça pourrait bien marcher, mais c'est la faute des gens si ça marche pas. Parce qu'ils veulent pas. Voilà, alors que nous, on fait des beaux outils. Bon, c'est toujours le même et on l'applique à tous les cas, donc on pourrait se dire que peut-être que la standardisation, ça fait que ça marche pas. Mais non, 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 c'est la faute des gens. Les gens font pas d'efforts, donc ça marche pas. Bref, et donc c'est pour ça que tu tombes sur ces récurrences-là assez souvent. C'est toujours les mêmes excuses. Elle en avait, Madame Dujarier en avait mis 4 séparés, que là j'ai plus forcément en tête parce que c'était il y a 2 heures. Mais vous avez toujours ces mêmes 4 excuses de souvenirs qui reviennent pour dire bah non mais on fait le travail mais on n'y croit pas mais on le fait le travail. Et au-delà de ça, on voit que quand ça ne tient plus, quand justement c'est plus possible, et ben on tombe sur ces logiques là où les gens vont tout rejeter en bloc en mode mais non c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible, on est en dehors du sens du travail et ainsi de suite. Et vraiment on va voir qu'il va y avoir une perte totale et que généralement on va sur des reconversions d'emploi faire des métiers très concrets, très régulièrement. Alors moi je fais souvent la blague parce que c'est un truc que j'ai trouvé assez récurrent dans ma vie professionnelle avant. Plusieurs fois j'ai eu des cadres qui m'ont sorti le même truc, vraiment le même truc. C'est non mais de toute façon moi franchement 30-35 ans je vais aller faire fleuriste. Pourquoi? Bah parce que tu fais des fleurs, parce que tu vas traiter des fleurs. Concrètement tu vas faire un truc et qu'ils veulent rendre du bonheur, ils veulent que ça fasse du sens. Et dans leur vision de la chose, être fleuriste par exemple, bah, c'est faire des bouquets, donc donner le sourire aux gens, leur donner quelque chose, leur donner littéralement l'objet, la fleur, enfin le bouquet de fleurs, et passer du temps à le rendre plus beau, à l'agencer, à avoir toujours ce côté réflexion de comment est-ce que tu vas faire ton bouquet et ainsi de suite, un peu comme quand ils ont la réflexion sur comment est-ce qu'on va agencer notre plan, patati patata, mais sur quelque chose de concret, sur un objet qui est là devant eux. Et ça c'est un truc qui est très, vraiment sorti plusieurs fois en situation de travail. Plusieurs fois j'ai eu des cadres qui m'ont dit non mais de toute façon moi, à 35 ans, je vais partir en reconversion et je vais être fleuriste. Et c'est quand même ouf de voir justement que c'est aussi prégnant. C'est pas que dans mon expérience personnelle, ça vient aussi dans des études quantitatives et qualitatives que ça sort quoi. C'est vraiment la logique de s'il te plaît réponds bien, j'ai pas envie de te punir mais je le dois. Ah ben c'est oufissime, c'est ça qui est incroyable. Hein. C'est très souvent aussi, il nous disait dans cet ouvrage que justement il y avait cette problématique aussi de dire non mais les employés, c'est des gamins. Les employés, c'est des gamins, il faut les éduquer. Nous, on est là pour leur apprendre pourquoi est-ce que nous, on a raison et pourquoi est-ce qu'ils ont tort. Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ce que nous, on leur recommande. Pourquoi est-ce que nous, on vient mettre un nouvel outil, un nouveau logiciel ou quoi, quand bien même ils se plaignent qu'il est pas pratique, qu'il est lent, qu'il n'est pas fonctionnel, que ça mesure pas ce qu'ils font vraiment et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont tort, pourquoi est-ce que nous, on a raison.
Et que vraiment tu arrives dans cette vision, et ils te le disent, hein, où ils sont là pour faire de la pédagogie. T'en as certains, qui, littéralement dans les propos qui étaient cités, qui disaient non mais les employés, c'est des enfants en fait. Hein. Il y en a un, il avait même dit c'est un troupeau de chats. Il avait dit que c'était un troupeau de chats. Les employés, c'est des troupeaux de chats. Tu es là pour leur dire d'aller dans tel sens et puis ils s'en foutent. Et ils s'en foutent parce qu'ils t'écoutent pas. Alors que tu fais tout pour leur propre bien. Hein. Vraiment, tu fais tout pour leur bien. Hein. Et tu fais waouh, c'est incroyable. Et j'imagine que c'est pas l'éducation positive. Non. C'est fou, on croirait entendre un discours de Macron. Hein. Ouais, un petit peu. Hein. Un petit peu. En même temps, il est éduqué là-dedans. Hein. Macron, c'est ce que c'est. Hein. C'est un planeur. Hein. C'est triste à dire, mais Macron, c'est un planeur. Hein. Donc, bah, en l'occurrence, il a exactement le même discours que les planeurs. Puis lui, il a la chance d'être un homme blanc, héritier, donc bah, ça se passe plutôt bien de ce côté. N'est-ce pas? Bon, on va continuer un petit peu. Un rapport au travail qui révèle une double conception de l'activité humaine. En dépit des variations liées aux spécialités des planeurs et à leur ancienneté dans le milieu, il ressort des traits communs récurrents dans leur rapport au travail. Pour la majorité des planeurs, le travail a une grande importance dans leur vie. Ils font l'observation, à l'instar de n'importe quel autre salarié, que l'emploi est indispensable pour avoir un revenu, procure une place sociale, contribue à donner une identité, un sens à leur existence. Lorsqu'ils sont au chômage, ils expriment généralement une grande souffrance, liée à l'inactivité, à la désocialisation, à la peur de chuter socialement. En outre, s'ils disent que la rémunération est importante pour eux, et même dans le cas des financiers sans tabou qu'ils l'aiment, ils affirment aussi qu'eux ne travaillent pas que pour l'argent. Ils expliquent que ce qui les motive, c'est l'intérêt pour l'activité, les échanges humains qu'elle tisse, le fait de réaliser quelque chose qui soit reconnu. Or, les principales références qu'ils citent spontanément sur la question de la motivation des autres travailleurs sont la pyramide de Maslow, la théorie de la motivation par des incitations. Pourtant, ni l'une ni l'autre ne peuvent être vérifiées à propos de leur propre rapport au travail. En effet, les planeurs négligent fréquemment et volontairement leurs besoins physiologiques de base, tels que dormir ou manger correctement, parfois jusqu'à la maladie. Leurs liens sociaux et familiaux sont très régulièrement délaissés pour travailler davantage, et donc sans doute pour le besoin de s'accomplir, d'obtenir de la reconnaissance. De même jugent-ils insultant que l'on puisse penser que leur implication soit le pur produit d'un intérêt financier. Lorsqu'ils sont licenciés, les planeurs commentent alors avec amertume que le contrat ne règle pas tout. Ils m'ont donné un package, mais c'était pas ça le problème. Ils ne m'ont pas traité humainement. J'ai signé un contrat de mobilité, mais après, faut voir dans le détail ce qui est possible pour ne pas faire exploser ma famille. Ils rappellent alors que dans les relations de travail, le contrat ne peut pas tout régler, contrairement à ce qu'ils affirment pour les autres travailleurs. C'est marrant, hein, la dichotomie encore, hein. C'est quand même marrant. Non, mais les travailleurs, les petits employés, là, bien sûr qu'ils sont là juste pour les thunes. Bien sûr qu'ils veulent juste pouvoir se payer à manger et tout. Ils sont pas là pour le travail, ils sont pas là parce qu'ils aiment leur tâche, hein. Bah non. Alors que moi, en tant que planeur, je suis au-dessus, moi je suis au-dessus. Non, moi je fais ça pour l'amour, pour la beauté de l'activité. Mais oui. Pas du tout parce que je suis normé par le monde dans lequel je vis. Pas du tout. C'est faux. Ah mon Dieu. La plupart du temps, investis dans leur travail, les planeurs affirment ne pas compter les heures, travailler le soir et le week-end, même parfois renoncer à prendre tous leurs congés. En fin de carrière, ils disent leur répugnance à partir à la retraite. Fiers de travailler bien au-delà des heures légales, ils présentent leur engagement comme une preuve de professionnalisme, un signe de loyauté à l'employeur, une forme d'ascèse vertueuse qui évoque souvent l'éthos protestant décrit par Weber en 2000. Eux, disent-ils, se sentent responsables de la qualité, de la performance, de la survie de l'entreprise. Ils se battent pour elle, pour son succès. Ils jugent à voix haute ne pas adhérer à ce combat, est à leurs yeux une forme de désertion coupable qualifiée d'individualisme. Les planeurs défendent et diffusent donc une morale de l'engagement, du développement professionnel, qui ressemble à s'y méprendre à l'éthos du fonctionnaire. Il faut se dévouer, se donner, s'identifier, même dans le secteur privé. Ils opposent moralement cet engagement horaire à l'attitude des autres salariés à l'égard du temps de travail, de l'absentéisme, de la retraite. Linhart, en 2009. C'est quand même très triste d'en arriver à produire ce genre de métier. Oui.
D'après les planeurs, l'investissement temporel et subjectif nécessité par leur travail expliquerait, mieux que d'autres facteurs, leur écart de rémunération avec d'autres salariés. J'ai conscience qu'on est privilégié, mais qu'on ne l'a pas volé, nous dit convaincu un intermédiaire financier gagnant plus de 150 000 € par an. C'est vrai que je gagne bien ma vie, mais je bosse tous les week-ends, fait écho un des RH. Je suis à 100 000. Je mérite même chaque euro que je gagne, car je suis très impliqué. Quand je vois un mec au guichet avec des horaires fixes, ça ne me choque pas de savoir qu'il gagne bien moins. Explique un responsable du pilotage par les objectifs. Chez les planeurs, accroître ses revenus à chaque changement de poste est considéré comme normal et logique. C'est aussi une bonne raison de bouger. Vous savez comme j'aime ces genres de discours. Hein. Les mecs qui sont pas du tout déconnectés, hein, c'est pas du tout des putains de branlots, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On les aime quand même. Non, c'est faux. Mais on pourrait peut-être les aimer quand même. Faut anticiper les changements qu'on va nous imposer. Il faut bouger avant, affirme cet homme de 62 ans, consultant indépendant en ligne. Pour les planeurs, la mobilité, qu'elle soit géographique, fonctionnelle, hiérarchique ou de métier, est évoquée comme une nécessité, une valeur morale. D'après eux, elle améliore la rentabilité de l'entreprise, tout en étant bénéfique pour l'individu. Pourtant, les déplacements professionnels sont vécus de manière plus ambivalente. Cette obligation est à la fois une contrainte et une distinction. Elle permet d'accéder à des menus privilèges tels que voyager, dormir dans des hôtels parfois luxueux, manger aux frais de l'entreprise. Mais à partir de 30 ans, et particulièrement lorsque arrivent des enfants, ces déplacements riment avec eux pour de la fatigue, du non-sens, des tensions familiales, du manque de sommeil. Ces plaintes sont surtout exprimées par des parents qui s'occupent quotidiennement de leurs enfants, c'est-à-dire, généralement, des femmes. Oh, c'est étonnant. C'est quand même très triste. Ouais, je trouve ça très triste, hein, tout ça. Hein. Pour le coup, c'est vraiment... je réagis dessus, mais en même temps, ouais, c'est... Enfin bref. L'expatriation est une valeur positive chez les planeurs, surtout si elle se fait dans des pays anglo-saxons. Passage recommandé pour la carrière en ses débuts, qui voit généralement les planeurs revenir en France dès qu'ils ont besoin d'un suivi médical, pour les grossesses ou lorsqu'une maladie chronique se déclare. Ils reviennent aussi pour scolariser leurs enfants dans de bons lycées, puis de bonnes écoles, pour éventuellement s'occuper d'un parent âgé. Ils citent fréquemment leurs expériences internationales avec fierté. C'est une signe de distinction et de supériorité. Elle est présentée comme une preuve de souplesse, d'ouverture culturelle. L'apologie du mouvement et du changement dans leur discours est régulièrement adossée à une métaphore organiciste qui associe la vie à l'agitation. Si ça bouge pas, c'est que c'est mort. La compétitivité, la recherche d'excellence et d'innovation sont citées comme des valeurs indiscutablement positives dans la mesure où elles mettent en action. Ça, je pense tellement à quelqu'un que je connais. Mais bon, bref. La mobilité organisationnelle des planeurs, nous l'avons vu, est importante en début de carrière. Quelles que soient ses spécialités, un planeur ne reste pas plus de 4 ou 5 années dans le même poste, sans avoir le sentiment de stagner ou de s'encrouter. La constance ou la rétrogradation sont rares et vécues de manière dramatique. Au fond, ils trouvent normal le principe de la promotion à l'ancienneté, notamment quand ils sont directement concernés, tout en affirmant défendre avant tout le mérite. Pour ceux qui ont un grade de directeur, la mobilité est un moyen de former un capital par la pratique combinée de parachutes, d'augmentation de salaire. À chaque licenciement, j'ai acheté un appart, nous explique typiquement un spécialiste de marketing. Ce que confirme un DAF qui en est à son 3e LBO et qui a ainsi pu constituer son capital. Du point de vue des pratiques donc, il apparaît que les planeurs ont un rapport surtout utilitaire à la mobilité. Ils la mettent en œuvre pour accélérer leur carrière en ses débuts et la limitent dans un second temps pour la consolider. Ils cherchent à en tirer des avantages en posant des bornes lorsqu'elles risquent de leur nuire. La valeur mobilité est donc finalement relative pour eux. C'est pratique, elle est quand même pour eux relative, là où par contre pour les autres on s'en fout. Hein. Qu'on va faire du licenciement, on va dire limite, non mais c'est pour ton bien. Hein? Quoi, tu as du mal à vivre? Tu as du mal à trouver des emplois parce qu'il y a déjà 36 000 personnes qui essayent d'avoir le même emploi? Non mais t'inquiète, la mobilité c'est pour ton bien. Ouais, bien sûr. En ce qui concerne leur activité quotidienne, les planeurs ne cessent d'en rappeler le caractère contextuel, informel, immatériel, historique. Ils en soulignent toute l'épaisseur.
Elle est faite d'imprévisibilité, d'indétermination, de déploiement d'intelligence, d'habilité. Ce qui, précise-t-il, en fait à la fois la grandeur, la difficulté, l'intérêt. Il souligne l'importance de la confiance dans le travail quotidien avec leurs interlocuteurs, comme pour la construction de leur carrière, au sein de leur réseau. Cette conception de l'activité les amène à conclure qu'il est difficile de l'évaluer, surtout par quelqu'un de l'extérieur. L'appréciation de ce qu'ils font est nécessairement qualitative, sensible, collective, dépendante du contexte, insiste-t-il constamment. Ils utilisent des chiffres, des données quantitatives pour compléter leur information, outiller leur pensée. En revanche, ils se disent dubitatifs quant à la possibilité de gérer leur propre activité par les chiffres. Cette femme, consultante en organisation, le synthétise bien. Quand on est consultant, on doit remplir régulièrement sa timesheet. Faut justifier de tout ce que l'on fait, au jour le jour et même heure par heure. Si c'est factuel, comme des rendez-vous ou des coups de fil, ça va. Sur le travail intellectuel, c'est plus dur. Ça devient un outil de contrôle, quoi. C'est une manière de normer le temps, alors que le temps n'est pas normable. Finalement, ils sont comme tous les autres travailleurs, critiques sur les pratiques de mesure lorsqu'elles concernent des activités et prétendent l'évaluer. C'est marrant, hein. Oh. Vous avez vu, ils mettent en place ça pour les autres travailleurs, et là c'est normal. Par contre, si on vient le faire sur eux, ah bah non, ça marche pas. C'est pas bien, là c'est pas adapté, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Dans les entretiens, les planeurs évoquent spontanément l'importance des rythmes physiques. Ils relèvent une forte variabilité et évolution de leur rapport à la tâche dans la journée, dans la semaine, dans la carrière et dans l'âge. Les grossesses, les maladies, les moments d'épuisement sont cités spontanément dans leur récit du travail, comme des événements déterminants. Leur maladie ou celle de leurs proches les amène à adapter, parfois en profondeur, leur temps de travail, leur activité, leur organisation familiale, nous informe-t-il. À propos du rapport au corps, il souligne également la difficulté de la tâche de représentation sociale, tout en retenue émotionnelle. Alors que derrière le masque du manager s'agite une foule de sensations et d'émotions qu'il faut savoir contenir. Bref, la mise à l'épreuve du corps dans leur activité est un thème central dans leur récit professionnel. Ils disent également l'importance de pouvoir échanger à propos des difficultés de leur poste avec un père en situation de comprendre le travail réel. Ils suggèrent, comme Bernard, la souffrance qu'engendre une trop grande solitude. Pour les planeurs, l'accroissement de compétences passe, lui aussi, évidemment, par un échange de pratiques avec ses collègues. Il est de leur point de vue une affaire collective et contextuelle. À chaque changement de poste, on a besoin de temps pour comprendre où on est, rencontrer des gens, piger comment travailler avec eux, observe cet ingénieur qui se dit d'ailleurs fatigué des changements organisationnels intempestifs. En résumé, les planeurs défendent une certaine conception de l'emploi, de l'activité, construite dans leur expérience du travail. Elle est très proche de ce que les analystes du travail décrivent comme le travail réel. Elle s'écarte pourtant considérablement, voire symétriquement, de la manière dont les dispositifs traitent celle des autres. Ce qu'ils savent par leur expérience à propos de leur activité ne se retrouvent donc pas dans les dispositifs qu'ils diffusent. Puisqu'ils doivent le justifier, ils développent deux théories spontanées sur ce que l'activité et l'emploi pour un être humain. Une conception pour eux et une autre pour ceux qu'ils encadrent, qui est opposée point par point. Plus on monte dans la hiérarchie, plus l'écart entre ces deux théories se creuse. Ainsi, en haut de l'espace professionnel, les planeurs affirment que les gens ne veulent pas travailler. Il signifie ainsi que l'homme serait naturellement paresseux, enclin à ne rien faire. Être en activité ne serait pas central, voire vital pour les autres, disent-ils en creux. Contrairement à eux qui ne travaillent pas que pour l'argent. Seule l'incitation financière pourrait motiver ceux qu'ils encadrent par dispositif. À propos des compétences, ils préconisent massivement des formations aux règles prescrites. Ils dévalorisent, voire ils tentent de supprimer les moments d'échange d'expérience entre travailleurs. Pourtant, c'est cet échange, disent-ils, qui fonde leur propre professionnalisation. Ils parlent de l'activité d'autrui comme d'une simple exécution individuelle, rationnelle, prévisible, sans chair, alors qu'ils ne cessent de rappeler l'importance des dimensions corporelles et sociales de leur activité. Son imprévisibilité, ses méandres. Ils accusent les autres de ne pas être mobiles, alors qu'ils ont un rapport mesuré et intéressé à leur propre changement d'employeur, de poste, de pays. Enfin, la confiance, l'histoire et le sens ne seraient importants que pour eux et leur activité. Cette conception dichotomique de l'activité interroge. Loin de défendre une thèse idéaliste qui ferait de leur conception l'origine du caractère simpliste des dispositifs, il apparaît plutôt que c'est, à l'inverse, leur situation sociale, organisationnelle objective qui les amène à la défendre.
Ils ont besoin de concevoir l'activité des autres de manière simplifiée et amputée pour arriver à faire leur travail, quand bien même ils sauraient, par leur expérience, que cette anthropologie de l'homo dispositivus est erronée. Nous avons donc résolu une partie de l'énigme que nous poursuivons. La mission des planeurs, qui semblait impossible, devient faisable grâce à la standardisation des dispositifs, à la division sociale des tâches, à un système de normes professionnelles qui est fondé sur son acceptation. Une autre question reste cependant entière. Comment et pourquoi les planeurs travaillent-ils autant et avec enthousiasme si ce n'est pas par conviction idéologique? Et on arrive au chapitre 7. À quoi jouent les planeurs? On va faire une petite pause, toute petite pause. En fait, je vais aller me faire un café, chers amis. Je vous avoue que le café s'impose à moi. Donc, on va faire un tout petit AFK. Pareil pour toi, petite fougère de YouTube, petite pause de 2 minutes. Je reviens. Le chat, s'il te plaît. Hop. Bon. Je vous fais une toute petite pause. Voilà, je coupe le micro et je reviens. Je vous laisse sur cet écran, hein, mais j'en ai pour 2 minutes. Juste le temps de faire mon café. Et me revoilà avec mon petit café. On va pouvoir reprendre la lecture tranquillement. Hop. Pff, je mange mes propres cheveux. C'est le problème quand on commence à avoir les cheveux longs. J'ai tendance à du coup malheureusement avaler mes propres cheveux, ce qui est très triste. Ce qui est très 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 triste. Reprenons où on en était. Donc on est au chapitre 7. À quoi jouent les planeurs? Alors que les planeurs ne sont pas de fervents défenseurs idéologiques du capitalisme néolibéral, ils travaillent quotidiennement à en fabriquer les cadres avec ardeur. Ils se disent également lucides sur leur propre rôle dans ce système dont ils critiquent régulièrement la logique et les effets sur le monde. Dès lors,
comment comprendre qu'ils s'y engagent avec tant de zèle? Une première explication est de dire qu'ils sont mus par l'intérêt à occuper cette place dans les rapports sociaux, pour les avantages pécuniaires, symboliques qu'elle offre. Cette hypothèse est partiellement vérifiée. Il apparaît en effet que les planeurs ont plutôt un rapport ambivalent à leurs conditions de travail et d'emploi. Il faut alors aussi explorer dans un second temps l'intérêt que les planeurs auraient pour leur activité. Un jugement ambivalent sur leurs conditions de travail. L'explosion démographique des cadres, l'hétérogénéité de la catégorie et sa faible différenciation avec les autres travailleurs pourraient laisser croire à leur progressive indifférenciation sociale. Pourtant, leurs conditions de travail, leur salaire, leur diplôme, leur rémunération et leur espérance de vie les distinguent toujours nettement des autres travailleurs. Amossé en 2010. D'après notre enquête, 95% des planeurs sont en CDI à plein temps. En moyenne, un cadre, quel qu'il soit, gagne en France plus de 3 fois le salaire minimum. La médiane est de 47 000 euros, avec une forte dispersion. 4% des planeurs gagnent plus de 100 000 euros par an, 9% plus de 90 000 euros. Et à l'autre extrémité, 15% gagnent moins de 35 000 euros par an, soit encore le double du salaire minimum. Légal en France. Les critères de différenciation sont par ordre d'importance l'âge, l'expérience, la responsabilité hiérarchique, la gestion d'un budget, la taille de l'entreprise. Le niveau du premier salaire est corrélé au nombre d'années d'études après le bac, jusqu'à bac plus 5. Si les planeurs masculins gagnent en moyenne 11% de plus que leurs homologues féminines, ce malus féminin est en moyenne moins important chez les planeurs que chez les opérationnels, où l'écart de salaire est plutôt de 27% à âge et diplômes égaux. Ces inégalités de genre varient selon les spécialités gestionnaires. Alors ça, c'est des chiffres qui sont plus forcément à jour, puisque donc c'est un livre qui date quand même de déjà quelques années, genre 5-6. Du coup, de fait, ça a peut-être bougé un petit peu. Moi, j'ai juste le chiffre, on va dire généralisé. Globalement, on estime qu'il y a à peu près 20% de différence de salaire entre hommes et femmes en moyenne, tout emploi et conditions confondues. Donc du coup, c'est vrai que quand on essaie de creuser un peu plus, on se rend compte que globalement, il reste en inexpliqué. Autrement dit, c'est pas une différence du type de contrat, du type d'horaire ou quoi qui explique la différence de salaire. Il reste 10% d'inexpliqués, donc qui sont purement la discrimination. Et surtout aussi, on note qu'il y a une énorme disparité d'entreprise en entreprise. C'est-à-dire que vous avez des entreprises où les salaires sont assez harmonisés, et à contrario, vous avez des entreprises où c'est pas du tout harmonisé, et vraiment beaucoup plus vénère en fait que juste une différence de 10% inexpliquée. Donc du coup vous avez vraiment ces éléments là qui font qu'on a une moyenne de à peu près 20% de souvenirs actuellement d'après les dernières études que j'avais lues. Mais faut voir en fait en fonction de l'entreprise, ça peut vraiment bouger du tout au tout. Globalement c'est quand même pas reluisant, hein, on va pas se mentir, c'est pas foufou, c'est pas du tout optimiste. Même il y a tout un tas de personnes qui sont, et c'était déjà le cas parce qu'on a fait un live où on en a parlé déjà de ça, qui sont venus notamment me dire à moi en live ou sur le fil Twitter, ou sur des fils Twitter à laquelle j'ai participé, que notamment c'est normal qu'il y ait une différence de salaire parce que par exemple les postes offerts aux femmes ils sont plus simples, ils sont en CDD et pas en CDI, enfin plein de conneries comme ça, mais ça change pas qu'en fait que ça montre concrètement c'est qu'on fait une discrimination à l'embauche en fait. Déjà de base, si tu justifies en disant oui mais ils n'ont pas les mêmes postes, c'est que déjà tu fais une discrimination des postes qui sont possibles en fonction du genre. Et ça déjà c'est de la discrimination là qu'on de vous. Donc ça n'excuse en rien les différences de salaire, au contraire. Ça ne fait que montrer encore plus à quel point c'est totalement pourri. Donc bon, bref. En dépit des salaires supérieurs à ceux des autres travailleurs, seule la moitié des planeurs, 53,6%, sont dissatisfaites, à l'instar des cadres opérationnels. Le rapport subjectif à leurs revenus est caractérisé par une satisfaction relative avant tout. Ils les comparent régulièrement avec ceux de leurs anciens camarades d'école, avec ce qu'ils pensent pouvoir gagner ailleurs, à l'étranger, ou chez un autre employeur. La norme dominante dans cet espace professionnel étant d'accroître régulièrement son salaire, c'est sa progression marginale plus que son montant, qui crée de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Ainsi est-il courant de rencontrer des planeurs dont les rémunérations paraissent plus que satisfaisantes, mais qui pourtant expriment une insatisfaction aiguë. Au bas de cet espace professionnel, les planeurs sont particulièrement critiques à propos de leur salaire.
Ils observent que le statut de cadre peut être défavorable aux salariés puisqu'il supprime la limitation horaire, tout en augmentant ses cotisations. Il existe des fantasmes sur les salaires des jeunes cadres. Or, ils sont parfois bien moins payés que les techniciens qui ont 10 ans d'ancienneté. Il y a plein de cadres dans la com qui touchent 1500 € par mois, hein. Analyse Kouroussé, cette femme de 30 ans, ancienne consultante en lobbying. En outre, puisque leur temps de travail est extensif, leur rémunération horaire baisse. Les planeurs font grossièrement mais régulièrement ce calcul pour conclure, sans doute un peu hâtivement, qu'ils sont moins bien payés à l'heure qu'un ouvrier ou qu'une femme de ménage. Sans doute un peu hâtivement. Vous voyez noter le... Il n'y a pas de prise de position, mais quand même. Je pense que l'auteur est quand même un peu critique sur cet avis. Le sans doute un peu hâtivement, il est bien placé. Voilà. Ah là là, bien sûr, les cadres qui sont moins payés que les ouvriers et que les femmes de ménage, hein, bien sûr. Hein, on attend tous ça, hein, on attend tous ça. Il n'y a pas de souci. En outre, les salaires déclarés par les planeurs en cours de nos enquêtes sont à sexe, âge, fonction et diplôme égaux, comparables, voire légèrement inférieurs à ceux des autres cadres. En tant que cadre, il n'y aurait donc pas d'intérêt pécuniaire à être planeur plutôt qu'opérationnel. Leur rapport au salaire, finalement moyennement satisfaisant, ne suffirait pas à expliquer seul leur engagement au travail. Un jeune consultant en optimisation, tout en tripotant son smartphone laissé en évidence sur la table durant notre entretien, m'explique qu'il faut être disponible en permanence, H24, être irréprochable, parfait, excellent. Il précise, je prends jamais le temps de déjeuner, j'ai trop de travail. Je travaille presque tous les soirs et souvent le week-end. Lorsqu'il travaille avec une équipe internationale sur plusieurs fuseaux horaires, il doit répondre aux mails dans les 4 heures pour ne pas freiner le travail des autres. Aussi doit-il garder la nuit son smartphone près de l'oreiller pour répondre aux messages à temps. Les caractéristiques des planeurs sont particulièrement visibles chez les consultants, mais ces derniers ne sont pas les seuls à connaître ces horaires de travail étendus. Ainsi, cette RRH régionale de 55 ans, travaillant dans un groupe pharmaceutique, dit de sa situation « Nous, on a une pression constante du président. Dès qu'on s'écarte d'un poil de la performance, on se fait rattraper. Alors on bosse tous, 14 heures par jour. » Cet homme de 40 ans, secrétaire général d'un groupe de service, nous dit « Moi, je sors à 22 heures tous les soirs. J'ai beaucoup de réunions. Pendant ce temps, les mails s'accumulent. Je les trie que le week-end. En revanche, en vacances, pardon, je vais y arriver. En vacances, l'objectif, c'est d'arriver à se déconnecter 2 semaines. Une jeune chef de projet informatique, mariée à un développeur, confirme. Un jour sur 2, c'est mon mari qui garde les enfants. Comme ça, on peut bosser autant qu'on veut le soir, à tour de rôle. Ah, quel programme, ça donne envie. Hein. Finalement, jeunes débutants, comme directeurs en milieu ou fin de carrière, disent presque unanimement que leur travail est très prenant, qu'ils s'y investissent énormément, qu'ils ne comptent pas les heures. Cependant, plus on descend dans la hiérarchie des planeurs, plus le temps de travail effectif diminue. Les cadres intermédiaires, qui n'ont pas de perspective de carrière, prennent plus régulièrement des congés et des journées de RTT, sont plus regardants sur leurs horaires. Ils tiennent un discours plus classique de salariés soucieux de ne pas se faire exploiter. En route de cet espace professionnel, chez les financiers et les consultants, avant 30 ans, les conjoints sont généralement provisoires, les enfants non désirés. Puis l'arbitrage a lieu entre carrière et famille. C'est pas toujours la progéniture qui est choisie, puisque les planeurs font moins d'enfants que les autres cadres. Lorsqu'un des deux parents réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants, c'est presque systématiquement la femme. Celles qui réussissent dans ces carrières disent d'elles-mêmes qu'elles ont dû adopter des horaires de travail qu'elles qualifient de masculins, sans toutefois être déchargées de l'activité domestique. Céline, qui a réussi à devenir associée dans une banque d'affaires, le commente ainsi. Avec le recul, je sais pas si j'aurais fait ça. Et énonce le raisonnement suivant. J'ai fait des sacrifices côté perso. D'après elle, on a pris le rôle de l'homme, sans quitter les anciens rôles de la femme. La femme en fait 4 fois plus. Il y a un déséquilibre, on cumule. On s'est fait avoir. Les planeurs font majoritairement le choix de sous-traiter une grande part de l'activité domestique, y compris de care, comme l'explique ce trentenaire contrôleur de gestion d'un groupe industriel. Quand on a eu un enfant, ma femme est passée à 4/5e pour arriver à le voir. Sinon, comme on travaille tous les deux plus de 12 heures par jour, on le fait garder. On se fait livrer les courses, je donne tout au pressing, j'achète du temps pour le passer avec mes enfants le week-end.
L'autonomie et l'excellence professionnelle des planeurs sont donc construites sur une forte dépendance à l'égard d'autres travailleurs qui leur fournissent tous ces services. Molinier, en 2011. Au milieu et en haut de cet espace professionnel, les journées de travail sont couramment de 12 heures. Les déplacements, les périodes de clôture de contrat, de projets, de missions les allongent fréquemment. Certains disent rester tard le soir au bureau, parfois jusqu'à faire des nuits blanches. Ils expliquent travailler chez eux après le dîner, le week-end. Ils répondent souvent aux messages électroniques, même lorsqu'ils sont en vacances. Leur temps de travail effectif, dans le haut de cet espace professionnel, est donc nettement supérieur à celui des autres salariés français, dépasse régulièrement les normes du Code du travail. Si ces horaires peuvent laisser penser que les planeurs ont des conditions de travail insupportables, la majorité d'entre eux, 62,9%, se dit pourtant satisfaite de son équilibre vie professionnelle-vie privée. Car curieusement, ces horaires, cette disponibilité, s'ils font l'objet de plaintes récurrentes, constituent aussi un motif de fierté, de distinction professionnelle. Dans les banques d'affaires, le conseil en stratégie typiquement, la fierté de travailler de nombreuses heures, de sacrifier ses repas, son sommeil, sa vie privée, même sa santé, est une norme sociale. Non seulement il faut l'accepter, mais il convient de s'en vanter, de le revendiquer, de s'en enorgueillir. Du coup, de justifier leur mal-être dans leur vie par le salaire et l'inverse où c'est réciproque. J'ai du mal à saisir. En fait, c'est que c'est pas forcément que dans un sens. Ça ne va pas que dans un sens, en fait. C'est justement que tu vas avoir plusieurs choses qui vont cohabiter et qui vont s'auto-nourrir les uns les autres. Ils vont justifier leur mal-être dans leur travail en disant oui, mais j'ai le salaire. Oui, mais en fait, plus je fais de sacrifices de ma santé, de mon bien-être personnel et tout, plus ça montre que je suis investi dans mon travail et que justement je fais pas que pour l'argent. Que pour l'argent. Et à côté de ça, tu vas avoir également l'inverse, tu vas te dire mais si j'ai mon salaire, c'est parce que je suis en train de bousiller ma vie pour l'avoir, quoi. Donc vraiment, il y a une espèce de cohabitation dans les deux sens, hein, et c'est un espèce de cercle vicieux. Hein. Et t'as pas que ces éléments-là. En fait, si tu réfléchis un petit peu, on revient un peu sur ce qui avait été dit un peu plus tôt dans le texte. À la base, ils vont te dire, je ne fais pas ce travail-là parce que je veux le salaire. Pas que. J'aime l'argent, mais c'est pas la seule raison. Je vais faire ça parce que c'est important, parce que je veux trouver du sens dans mon travail, parce que je veux améliorer les choses. Ça se voit parce que justement, regarde, je donne du temps, je donne plein de temps, je bousille ma vie, ma santé pour ça. Ça montre bien que c'est pas que pour l'argent. Au-delà de ça, ils vont également du coup devoir rationaliser en disant bon, quand même, gros, là ta vie c'est de la merde. Franchement, entre toi et moi, je suis ton cerveau, t'es le corps. Là quand même, t'en chies grave et c'est quand même pas foufou quoi. Et même le salaire, ça rattrape pas grand chose, non? Donc là du coup t'as donc la première étape qui était de dire oui non mais quand même je fais ça parce que c'est important patati patata. Et on va rajouter en disant oui mais c'est parce que toi tu vaux mieux que les autres. Oui non mais cerveau, écoute-moi, cerveau, je suis ton corps, on se comprend toi et moi. Je fais ça parce qu'on vaut mieux. Regarde les autres travailleurs, ils ont pas envie de travailler. Ils ont pas envie de travailler, ils sont pas motivés. Tu sais qu'ils ont envie de paresser. L'humain, tu sais que c'est un paresseux. Nous on est mieux. Nous on est mieux, on vaut mieux que ça. C'est pour ça d'ailleurs que tu travailles autant. C'est parce que tu vaux mieux que ça. Tu vois bien, ça correspond. Et du coup, tu as tous ces mécanismes qui vont commencer à se mettre en place les uns après les autres et qui vont tous réagir les uns avec les autres. Et en fait, t'as pas juste dans un seul sens, quoi. Donc la réciproque, si ça va dans les deux sens. C'est pas que de la réciproque dans le sens où c'est pas l'un qui explique l'autre en soi. Et du coup, c'est pas... la réciproque, je trouve que c'est pas forcément le terme qui est le plus adapté. C'est pas forcément le terme que j'aurais trouvé adapté. C'est qu'en fait, t'as plein de mécanismes qui vont coexister et qui s'expliquent pas les uns les autres, mais qui, au bout d'un moment, parce qu'ils coexistent tous, vont notamment commencer à mettre des liens entre eux pour s'auto-justifier les uns les autres. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a eu ce mécanisme-là qu'il explique l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là pour moi où la réciproque n'est pas le terme adapté, c'est parce que réciproque pour moi, mais c'est peut-être à tort, c'est que l'un implique forcément l'autre, et vice-versa. Ce qui n'est pas forcément le cas là. Parce que d'ailleurs, tu vas trouver des gens qui vont pas forcément utiliser telle ou telle excuse. Et à contrario, t'en as d'autres qui vont remplir le carton plein, quoi. Ils vont te faire un bingo, ils t'ont coché partout, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que, pour moi, le terme de réciproque est pas forcément adapté. C'est pas forcément adapté. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément adapté. Je vais boire un peu mon café et me brûler la langue parce qu'il est brûlant, mais j'ai soif. Ça va, c'est pas si chaud. Pas si chaud.
La réciproque est effectivement faux. Ouais, non, on est d'accord que c'est pas le terme le plus adapté. Ouais. Et du coup, j'en étais où? Ah oui, on était sur le fait qu'ils étaient en train de s'enorgueillir, de montrer que justement ils sacrifiaient leur vie et tout. Ah là là, quelle beauté. Parce que tu te réalises par le travail, hein, mon fion, bien sûr. Les planeurs justifient leur temps de travail extensif de 3 façons. La contrainte inéluctable. Il faut boucler le projet, je n'ai pas le choix. Je dois faire des nuits blanches avec mon équipe. Le plaisir. J'aime mon boulot, ça m'amuse. Je reste tard le soir parce que je suis pris au jeu. Ou encore, l'héroïsme. Nous, on fait tourner l'économie française. C'est beau ces excuses. C'est tellement beau. C'est tellement du flan et de la merde, mais c'est beau. C'est beau. Tralala. Ah, le cerveau est une belle chose, hein. C'est vraiment un outil qui est très marrant parce que le cerveau est tellement capable de justement te trouver toutes les justifications du monde possible et imaginables. Et il est très inventif, hein. Il va te trouver tout ce qu'il faut, hein. Il trouvera toujours un truc pour te dire non mais c'est bon. T'inquiète, ça passe. C'est justifié. Même si c'est ultra hypocrite, même si tu peux faire éclater le jugement en 30 secondes. Non, il va dire non, ça passe. Promis. Ferme les yeux et fonce droit dans le mur, je te jure, c'est bien. C'est tellement des justifications malsaines pour des comportements malsains que ça me fait un peu pitié. Mais oui! Bah oui. Vous comprenez pourquoi j'aime pas trop du coup le monde capitaliste et tout? Vous comprenez pourquoi je tacle autant? Moi je baigne dans ce genre d'études depuis des années. Toutes mes études supérieures, ou presque toutes les études que j'ai vues, vont dans le même sens. Il y a un moment donné où, ouais, enfin non, ça marche plus, tu peux pas cautionner le système. Et à contrario, j'ai quand même des collègues qui arrivent à cautionner le système, mais parce qu'ils ont exactement les mêmes manières de valider en fait. Et du coup, ça me fait péter un câble parce que je suis en mode, mais putain, on est en train d'étudier une étude qui te montre que ce raisonnement marche comme ça et que c'est pas adapté. Et toi, tu justifies en disant exactement la même chose. Genre, vraiment, tu te dis pas à un moment donné qu'il y a un parallèle qui est pertinent peut-être de mettre en avant. Et pas moyen, hein. Non, t'inquiète, lui il est pas pareil. Ok. Ok. Plus t'es malheureux, plus tu veux quelque chose plus tu vaux quelque chose en tant qu'individu pour rendre les gens envieux car ils sont pas suffisamment malheureux. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin, on continue. Nécessité, jeu ou sacrifice. Ces 3 registres ont beau se contredire, ils se retrouvent à une fréquence frappante dans le discours de différents planeurs. Finalement, la norme professionnelle dominante chez les planeurs concerne leur rapport au temps de travail, et de l'évoquer comme une contrainte douloureuse, simultanément d'en faire un motif de fierté professionnelle. L'ambivalence, si nette ici, caractérise également le discours des planeurs à propos de leur environnement de travail. 71% des planeurs se disent satisfaits de leurs conditions matérielles de travail, ce que confirment les entretiens et nos observations. Un responsable du marketing dans une chaîne hôtelière explique « Nous, on a des superbes bureaux. Dans le centre de Paris, on est des rois. Les cadres de terrain, eux, ils ont des bureaux minables, sans fenêtres. Nous, on est cool, on est bien payés, hyper bien reçus quand on va aller voir. Eux, c'est pas pareil. Hein. » Une responsable RH d'une entreprise de transport de 32 ans confirme « Ici c'est confortable, c'est apaisant. L'ambiance est molle, mais c'est moins dur à vivre que sur le terrain. » Les employeurs des planeurs, et notamment les entreprises de développement informatique inspirées par les pratiques de la Silicon Valley, rajoutent parfois des éléments de confort et de ludicisation de l'espace du travail. Donc des espaces ludiques tournés vers le jeu, tout ça. Salles de détente, équipements sportifs, récréatifs, boissons, friandises à volonté, aménagements élégants ou amusants, conciergerie d'entreprise, etc. Ce confort crée une envie manifeste, allant parfois jusqu'à la fascination chez les jeunes diplômés. Le confort caractérise les conditions matérielles de travail des planeurs, mais aussi leur activité elle-même. Ainsi, une femme ayant derrière elle 25 ans de carrière dans une multinationale du secteur de la chimie à des postes opérationnels en usine, a été mutée 4 années au siège parisien comme responsable qualité. Son premier commentaire à ce sujet est exclamatif. Ça repose. En comparaison, d'après elle, l'opérationnel est usant. En effet, le confort des planeurs vient surtout de ceux qu'ils manient des abstractions. Ils n'ont pas en charge au quotidien et en direct le bon fonctionnement du matériel d'une organisation que les opérationnels expérimentent quotidiennement avec tous les risques et tous les enjeux que cela représente. Si tu veux lire mon texte, il va falloir chanter, sinon t'as pas le droit. Alors c'est que ça doit être une musique, mais je la connais pas.
Du coup, je peux pas la chanter, donc je peux pas le dire. Mais ça doit être très clairement une référence musicale. Mais alors je l'ai pas. En même temps, j'ai pas beaucoup de références musicales, hein, donc ça complique les choses. Ça complique les choses quand même. De plus, bien qu'ils se disent pressurés et que leur temps de travail grignote sur leur vie privée, les planeurs ont néanmoins très majoritairement le sentiment de jouir d'une grande autonomie. Cette cadre financière d'une multinationale de la santé, après avoir affirmé travailler plus de 60 heures par semaine, nous explique: moi, je vais chez le médecin quand je veux, on ne vient pas surveiller mes horaires. Pour moi, ce qui compte, c'est de pouvoir voir mes enfants et de sortir à temps en temps, à 16 heures, sans avoir de compte à rendre. Enfin, le confort des planeurs est aussi moral, dans la mesure où ils se trouvent dans un environnement moralisé, moralisateur. Ils sont les producteurs des chartes, des sites internet, des publicités, des communications institutionnelles, etc., qui tous rappellent les valeurs de l'organisation. Ils sont également cernés par le discours managérial et publicitaire de l'entreprise, qui clame sa droiture morale sur les questions les plus débattues socialement: développement durable, diversité, parité, handicap, intégrité, citoyenneté, etc. Moi je sais chanter que le curé du Camaret. De Camaret. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je vais boire à votre santé. Mais je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Vraiment là, je suis désolé, je vous suis pas. Moi la musique c'est très compliqué, hein. Un truc de vieux. Alors c'est pas forcément que c'est un truc de vieux, c'est que moi vraiment la musique c'est compliqué. À la base je suis à musique, donc du coup la musique je l'entends pas. Donc à un moment donné c'est compliqué pour moi d'avoir des références musicales. Ça ne marche pas. Littéralement ça ne marche pas. Fonctionnellement ça ne marche pas. Donc du coup je vous avoue que je me suis jamais trop intéressé à la musique. Ce qui j'aime bien, ce que j'entends, c'est tout ce qui est rythme et compagnie. Les tempos, ça je peux l'entendre. Les notes de musique par contre non. Donc du coup j'écoute souvent des choses qui n'ont pas de voix. En fait je n'écoute pas de chansons. Ce que je peux entendre par exemple c'est de la musique classique. J'entends du coup tout ce qui va être les rythmes vraiment des instruments, même si les notes je les perçois pas, et tout ce qui peut être musique électronique aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs rythmiques, et ça je le perçois. Mais du coup tout ce qui est texte, je n'ai aucune référence quoi. Vraiment c'est l'enfer. Toi aussi? Oh c'est marrant ça. C'est rare d'en trouver. Enfin dans mon environnement j'en ai pas beaucoup des musiques. C'est rigolo. C'est quand il y a des paroles que c'est bien, genre Brel, Brassens, Ferré. Ok. Bah moi j'avoue que les paroles du coup non je m'y intéresse pas, ça m'a jamais intéressé parce que je perçois pas la beauté de la note en fait. Enfin pour moi c'est du texte, autant lire quoi. Autant lire. Du coup. Mais bon bref je reprends. Pourtant, ce confort a ses failles. En effet, les planeurs dénoncent simultanément et avec une unanimité sémantique remarquable le stress lié à leur fonction. Et ils l'attribuent essentiellement aux objectifs impossibles à atteindre, particulièrement aux mandats comportant des objectifs contradictoires. Par exemple, on me demande une vision prospective à 10 ans de la masse salariale et, au même moment, de gérer une urgence. Ou bien d'organiser le dialogue avec les organisations syndicales pour que ça se passe bien, tout en supprimant quelques dizaines de postes. La question est de savoir comment faire pour sortir de ces contradictions sans tomber dans le sarcasme, le cynisme. Expose une RRH à des pairs qui abondent pour dire qu'ils connaissent eux aussi quotidiennement ce type de tension. Les changements de gouvernement et d'actionnariat, suivis de ceux de direction générale, sont également cités comme des facteurs de stress majeurs et récurrents. On me pousse à interrompre ma commande pour dire moi aussi. Donc moi aussi j'ai du mal à percevoir les rythmes et je retourne à mes commandes. Mais s'ils sont dits avec émotion que je ressens, mais pas par mélodie. D'accord. Ok. Bon, j'avoue que moi ça reste compliqué. Ça, par contre, par rapport au texte, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce qu'ils disent. Justement, enfin, j'ai un exemple en fait concret que j'ai eu. J'ai eu un exemple concret. Une fois, une entreprise où il y avait un changement d'employeur. On est passé d'une petite entreprise qui a été rachetée en fait par une grosse entreprise. Donc la direction n'était plus la même. Même si on avait toujours les échelons hiérarchiques tels qu'ils étaient dans la structure d'avant, en fait maintenant il y en avait d'autres qui étaient venus se rajouter au-dessus.
Et en l'occurrence, bah, les employés avaient peur. Ils avaient peur que justement par le rachat, il y ait des emplois qui soient perdus et tout. Et vous avez donc l'ancien patron qui est devenu du coup le directeur opérationnel de la structure, qui du coup n'était plus le grand patron, il était juste un directeur maintenant de cette boîte-là, qui avait demandé au nouveau patron, au nouveau patronat, à la nouvelle direction, est-ce que vous comptez faire est-ce que vous comptez faire des licenciements ou pas, sachant qu'à la base, quand ils ont fait la vente, ils leur avaient dit que notamment la condition c'était de pas faire de... Alors c'était pas dans le contrat par contre, c'était tout le truc. C'est d'essayer de ne pas faire de licenciement et de garder l'entreprise telle qu'elle était parce qu'elle fonctionnait et tout. Et le groupe qui avait racheté avait dit oui bien sûr, mais c'était pas inclus dans le contrat. Ça n'a pas été marqué dans le contrat. C'est con. Donc du coup le patronat avait dit oui promis, on vire personne. Nous on garde votre équipe, elle fonctionne, c'est très bien, pas de souci. Arrive le bilan d'année. Donc à peu près 6 mois s'étaient passés depuis le rachat, grosso merdo. Et moi j'avais été engagé à ce moment-là pour mener la transition justement et rassurer les membres de la structure. J'avais été mandaté par le directeur qui avait du coup du budget pour ça. Qui avait décidé de mettre en tout cas une partie du budget pour mon poste, qui était encore une fois un poste de conseiller externe, hein, donc pas du tout pérenne sur le temps. Moi j'étais là pour la mission, pour le temps voilà, d'organiser les échanges formellement entre eux et leur nouvelle direction, rassurer les employés, tout ça, bref. Et je me retrouve dans la situation où au bilan d'année, vous avez donc les nouveaux patrons qui arrivent, qui pour le bilan disent ah c'était bien, vous avez fait des chiffres de ouf, nous on vous a racheté depuis 6 mois, franchement il n'y a pas de perte de progression, c'est bien, vous avez toujours les mêmes chiffres qu'avant, non c'est cool, vraiment bon résultat, tout ça, donc plutôt positif. Et à la fin du discours, juste avant de partir et de quitter la salle, tu as le nouveau patron qui dit bon maintenant par contre pour cette nouvelle année on a une réduction de 15% des effectifs parce qu'il faut augmenter justement l'écart et donc les revenus, donc on va limiter les coûts et le coût le plus simple à limiter bah, c'est vos salaires, donc on va perdre un certain nombre d'entre vous, on va réduire de 15% vos effectifs, allez bonne année. Et il part. Et vous êtes là en mode alors attends, tout leur discours officiel c'était promis on vous garde. On vire personne, promis. Tout le discours de l'Assemblée Générale, là, du bilan d'année, c'était de dire ah franchement vous avez fait un bon chiffre, même quand vous avez racheté, quand on vous a racheté il y a 6 mois, vous n'avez pas perdu en chiffre au cours des 6 mois et tout, c'est cool, c'est bien, bravo. On va virer 15% des gens. Et là du coup tout le monde s'est retourné sur l'ancien patron, qui du coup était devenu le directeur, en mode tu nous baises en fait. Tu nous as baisé, en fait, tu nous as vendus comme des connards, tu savais qu'ils allaient nous baiser et tout ça, tu nous prends pour des cons, tu nous as fait continuer à travailler avec le même attachement et tout, là depuis 6 mois, mais en fait tu savais parfaitement qu'ils allaient nous baiser derrière, t'es un connard, patati patata. Et moi je suis là en mode ah ça va être bien, je suis là pour normalement je suis là pour m'assurer que vous ayez de bonnes relations et de bons échanges avec la nouvelle direction. Cool. Cool, ça va bien se passer. Ça va être bien. Et étonnamment, bah voilà, tu te retrouves dans cette situation-là, exactement ce qui est dit, hein, où en fait on te donne une double mission qui est totalement contradictoire. Oui, tu rassures qu'on vous aime bien, vous travaillez bien, vous avez un bon format, une bonne manière de travailler, tout ça. On vire 15%. Ah, bah ok. Ok. Bah non, c'est génial, hein, c'est génial. Et donc effectivement, ça fait partie des facteurs de stress, hein, quand tu es sur ce genre de poste comme moi, tu passes pas forcément le meilleur moment de ta vie, notamment sur cet aspect-là, tu passes pas du tout le meilleur moment de ta vie. Tu es là et tu fais oh. Alors d'abord, tu vois tout le monde qui se jette sur l'ancien patron, et tu sais qu'il va falloir aller le sauver parce que lui il est pour rien. Surtout qu'en plus, en off, on en a reparlé avec lui, et il me disait, je leur ai envoyé encore un mail une semaine avant pour bien m'assurer qu'ils étaient contents des chiffres, qu'il n'y aurait pas de gens virés, et ils avaient encore dit oui promis, on jarte pas les gens, mais en fait si, parce que bah, c'est une entreprise qui a des actionnaires, ce qui n'était pas le cas avant, et que notamment ils voulaient un retour plus plus gros en termes de dividendes, donc bah, du coup ils ont dit le salaire the bee, voilà on coupe.
C'est toujours cool, c'est toujours cool. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a fait penser à ça, là, quand on était sur le petit paragraphe où il nous disait justement le discours qui va en étant vraiment, bah, en fait, contradictoire. C'est typiquement ce que tu vois, c'est typiquement ce sur quoi tu tombes, quoi. Bref, je continue. La plupart de ces cadres attribuent leur stress à des causes générales telles que la concurrence, la crise, la mondialisation, l'exigence des clients, la financiarisation ou l'endettement. Le contexte et la conjecture seraient donc à l'origine de l'urgence chronique dans leur travail selon eux. On a une pression permanente, il y a de plus en plus de nouveaux produits et de moins en moins de temps pour les lancer. La pression est mise par le haut qui lui-même la subit. Même le PDG a la pression, c'est une cascade. Ce n'est pas le méchant boss qui exploite les salariés puisque lui-même est sous pression, nous explique ainsi un homme de 35 ans, responsable marketing dans une multinationale de loisirs. La pression est alors représentée comme une sorte de fléau commun aux cadres et aux directeurs, plus qu'elle n'est attribuée au rapport salarial. Leur rapport au corps et à la santé est marqué par cette tension. Ils disent régulièrement négliger, malmener leur sommeil, que la consommation de psychotropes légaux ou illégaux tente parfois de compenser. Pressés, ils expliquent prendre trop peu de temps pour aller chez le médecin ou le dentiste. Pour eux, ces rendez-vous sont en trop dans un agenda déjà saturé. Ils mettent sans cesse leur corps à l'épreuve. Ils disent tirer sur lui, comme pour en éprouver les limites, et donc les performances, avec une double sensation de jouissance et de douleur. Surtout, ce corps doit suivre, être au service de leur activité. Ils entretiennent finalement avec leur corps un rapport à la fois ascétique et instrumental. De ce fait, il est simultanément négligé et sursollicité. Ainsi, nombreux sont ceux qui font explicitement part de leur sentiment de se maintenir de manière chronique à la limite de l'épuisement. La majorité des planeurs rencontrés évoquent le burn-out comme un événement probable de leur métier. Il semble constituer à leurs yeux une maladie professionnelle connue qui demande une vigilance particulière. Enfin, le stress peut être vécu sous des formes plus extrêmes et périlleuses. Les planeurs les plus engagés dans leur travail et pris dans des tensions aiguës sont nombreux à dire qu'ils sentent en eux un risque de violence. Dirigés contre autrui, contre eux-mêmes. Je suis exalté, pas reconnu et épuisé. Il y a des jours, je me dis que je vais tuer quelqu'un. Me dit, sans rire, ni sourcilier, cette femme de 40 ans, secrétaire générale d'un grand établissement public. Dans une banque, un responsable de l'organisation me dit, après avoir décrit une activité vécue comme très prenante et stressante, je suis agité, je suis excité. C'est comme sur des montagnes russes, un mélange d'angoisse, d'incapacité. J'ai peur, je suis fatigué, je sens du stress. J'ai envie de mordre les gens que j'aime pas. Je suis fou de vivre comme ça de mon travail. Ce qui me surprend, c'est quand des gens comme moi ne se suicident pas. Ce type de déclaration est fréquente chez les planeurs, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Ainsi, outre la fatigue et les divers maux corporels qui leur font régulièrement frôler l'épuisement, des planeurs disent avoir peur de devenir fous, violents, suicidaires ou agressifs. Le confort que procure l'espace de travail et le sentiment d'autonomie vis-à-vis de ses horaires coexistent donc avec un stress pénible, risqué. Sur ce point encore, le rapport des planeurs au travail est donc ambivalent. Il en va de même de leur rapport à l'emploi. On est où en termes de pages? Hop, on est à 218 sur 271. Je pense qu'on va faire une pause ici. Pour toi, petite fougère de YouTube. On s'arrête là pour cette VOD. Je te dis à très bientôt. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.